Les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 s'ouvrent dans quelques heures. Au programme de belles affiches, feuille de match poursuit son périple au cœur de la compétition. Et pour ce numéro, décryptage et analyse des différentes empoignades, comme invité notre ami fidèle, Michael Kouakou, journaliste sportif à Sport Ivoire. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Richard, bonjour à tous les agents sérieux de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence ceux de Kororo Ododjede. C'est grâce à vous qu'on a le courant pour cette CAN 2024. Et comme de coutume, il nous gratifiera de ses observations pointues et de son regard d'ensemble sur la phase de poule de cette compétition. Et puis à ses côtés, nous avons un ex-footballeur professionnel, Kone Sekou, parcours exemplaire dans la Ligue thaïlandaise. Kone Sekou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de 2FTV. C'est avec un réel plaisir. C'est quoi l'histoire de Kone Sekou avec le football? Bon, mon histoire a été vraiment des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Et voilà. Et comment est-ce que l'histoire avec le football commence? D'accord. L'histoire avec le football commence depuis très petit, comme tout le monde. Et on voyait aussi des grands frères qui nous inspiraient. Et c'est comme ça, Dieu a fait grâce, on a pu bouger un peu à l'international. Et un peu aussi, on s'est écrit notre petit chemin. Et comme dans la vie, tout ne peut pas aller en rose. Avec des blessures aussi, on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on voulait. Mais cette petite étoile du football que nous avons eue à l'international nous a permis d'avoir des grosses carnets d'adresses. Et aujourd'hui, on dit alhamdoulilah. Et en Côte d'Ivoire, vous démarrez avec quel club, avec quelle équipe, avec quel centre de formation avant de vous expatrier du côté de la Thaïlande? Bon, franchement, je n'ai jamais joué des championnats en Côte d'Ivoire. Mes débuts, j'ai été formé par l'international Aristide Bansé, ex-footballeur international burkinabé. Et c'est grâce à lui on a su jouer au football étant petit. Et à partir de là, chacun a pris son envol. Ah ben pourquoi la Thaïlande? Bon, la Thaïlande, ce n'était pas un choix personnel de Kone. Avant la Thaïlande, j'avais essayé d'aller en Suède et je me suis fait avoir par un agent de joueur. Et je vais en Thaïlande juste par déception et par la grâce de Dieu, la déception aussi a été une gloire pour moi parce que j'ai été béni aussi à croiser une famille thaïlandaise qui ont vraiment changé la vie pour moi en fait là-bas. Quand vous parlez de gloire, est-ce qu'on peut avoir le palmarès de Kone en Thaïlande? Et il y va déjà en quelle année? Mon arrivée en Thaïlande, je suis arrivé là-bas le 23 janvier 2012. Ça n'était pas facile parce que je ne parlais pas l'anglais, je ne parlais pas thaïlandais. Donc dans le début, je joue mais la communication n'est pas ça. Donc c'était un peu compliqué. C'est à partir de 2013 que j'ai commencé à jouer. Là, je m'exprimais un peu en anglais. Et la communication passait vite fait avec les mots essentiels. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer un peu. Quels sont les trophées, les grands trophées que vous avez gagnés? Bon, on a joué des tournois qu'on a gagnés en 2014-2015. Et la plus belle année pour moi où j'ai marqué un peu, c'était dans les années 2017-2018 avec le club Nawamin Klonchan FC que j'ai marqué au moins plus de 13 buts. Vraiment, cette année-là était la plus belle année pour moi. Voilà. Et en 2021, et là j'ai eu un coup au genou et il fallait revenir au Bercail parce que quand on regardait à l'hôpital là-bas on ne voyait rien, mais il fallait revenir au Bercail comme vous le savez pour pouvoir régler les choses. Voilà. Et là vous mettez un terme à votre carrière depuis bientôt 2 ans. Voilà, là je mets un terme à ma carrière footballistique et je suis déjà dans les affaires. Voilà. Les affaires c'est assez vague, qu'est-ce que vous faites concrètement? Là j'ai créé ma marque d'équipement sportif. J'ai déjà habillé le club de l'ex-footballeur Nemako. Voilà, et j'ai beaucoup de contacts encore à l'international dans les pays à côté. Et aujourd'hui, comme vous le savez, quand tu as déjà joué à l'international, il y a beaucoup de personnes qui te regardent aussi. On amène aussi des jeunes aussi à comprendre que le plus important, ce n'est pas de voyager. C'est de compétir déjà étant en Côte d'Ivoire pour se faire un petit chemin et ça va faciliter les choses. Voilà. Dans les débuts, nous, on n'a pas compris comme ça, mais Dieu nous a bénis de l'autre côté. Mais on ne conseille pas le même parcours qu'on a fait à nos jeunes frères. Voilà. Maintenant aussi, pour des gens aussi qui voyagent aussi par la Méditerranée, qui nous contactent lorsqu'on est à l'international,
on leur fait comprendre que, étant ici, si tu crées un business dans l'entrepreneuriat, tu peux t'en sortir. Voilà, il ne s'agit rien de prendre des risques pour aller sur l'eau, tout ça. Donc en tout cas, j'ai aidé beaucoup de personnes sur le côté entreprise en ligne pour pouvoir s'en sortir. Parce que là-bas aussi, je suis affilié aussi avec une grosse entreprise. Et on vend les produits de santé, on fait beaucoup de choses en fait. Donc ça paye son nom. Donc Dieu merci. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, en Mauritanie, Gambie, j'ai impacté beaucoup de personnes là-bas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils gagnent leur vie. Merci Koné Sékou d'être sur notre plateau. Messieurs, avec vous, nous abordons l'actualité marquée par la Coupe d'Afrique des Nations. Nous évoquerons bien entendu les différentes affiches des huitièmes de finale, mais nous ne dérogeons surtout pas à la règle, celle de parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Nos garçons seront face aux lions du Sénégal. Ça sera le lundi 29 janvier prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire? Cette équipe a-t-elle les atouts pour battre les Lions de la Teranga? Nous en parlerons bien évidemment. Mais avant, comment avez-vous vécu, Michael Kouakou, la qualification des éléphants? Oh, je l'ai vécu, je dirais comme tous les Ivoiriens. Bon, je l'ai vécu aussi en tant que journaliste, en tant qu'un expert, en tant qu'un spécialiste. Voilà, j'ai suivi de bout en bout l'explication entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Chipolopolo de la Zambie. On était tous suspendus à cette empoignade-là. Et le but de Hakim Ziyech est arrivé. Et au final, on a pu avoir cette qualification. La Côte d'Ivoire, cette passe décisive du Maroc à la Côte d'Ivoire qui nous permet de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Je salue et j'apprécie à sa juste valeur cette qualification-là. Pour moi qui suis un véritable adepte de la méritocratie, je dirais que cette qualification-là n'est pas, elle n'est pas peut-être méritée pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est juste peut-être un concours de circonstances. On me dirait que si les éléphants n'avaient pas gagné leur premier match, voilà, on n'aurait pas eu les 3 points. Ça fait partie des règles du jeu. Voilà, mais je dis que, mais j'estime que on a eu 3 matchs. On a eu 3 matchs pour pouvoir nous qualifier directement. Si c'est aujourd'hui le Maroc qui, par cette victoire-là, nous aide à nous qualifier, je dirais que c'est un coup de pouce. Mais cela nous interpelle également. Cela pour dire que nous ne devons pas gamberger, nous ne devons pas perdre le temps, nous devons rapidement nous mettre au travail. Parce que c'est une nouvelle chance que la vie nous donne, pour ne pas dire cette compétition, cette joute continentale nous donne, pour pouvoir redorer le blason de la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là. Nous avons vécu ensemble, nous avons vécu avec toute la Côte d'Ivoire, je dirais, cette humiliation. Voilà, face à la Guinée équatoriale. 4-0. Voilà, et je pense que nous avons les armes pour pouvoir rebondir. Nous avons les armes pour montrer à la face du monde que nous sommes une grande équipe, nous sommes une grande nation de football. On aura l'occasion de revenir, Michael Kouakou, sur les différents atouts et les perspectives par rapport à cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, connaissez-vous, vous, comment avez-vous vécu cette qualification? Bon, je peux dire, la Côte d'Ivoire déjà est un pays béni. C'est vrai qu'on a perdu face à la Guinée équatoriale 4-0. Mais si vous voyez qu'on revient encore dans cette compétition, c'est que Dieu a un plan pour l'équipe nationale. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis, on a tous vécu la démission de Gassi. Bonne nouvelle ou pas? Alors, je dirais que Jean est venu pour aider cette sélection ivoirienne à nouer comme une perle rare en Afrique. Mais il a fini par agacer le peuple ivoirien et ses employeurs. D'où son départ aujourd'hui du banc de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, on peut attaquer Jean-Luc Gasset sur plusieurs aspects, mais je dirais sur le plan comptable. Sur le plan comptable, il a disputé, déjà il faut savoir qu'il a été nommé le 20 mai 2022. Alors, il a disputé 18 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il en a gagné 11. Et il a fait 3 matchs nuls et 4 défaites. Donc sur le plan comptable, il est assez bien loti. Mais là où on peut l'attaquer, c'est le fond de jeu. La Côte d'Ivoire n'avait pas un fond de jeu parce qu'on n'avait véritablement pas de plan de jeu.
les systèmes qu'ils mettaient en place étaient des systèmes assez approximatifs. Voilà. On a toujours dit que lorsque la Côte d'Ivoire, la sélection nationale de Côte d'Ivoire allait se trouver face à une équipe, un gros calibre du football mondial, on allait avoir des problèmes. Un gros calibre qui est bien organisé, qui est bien structuré, on allait avoir des problèmes. Et on a vécu cela face au Nigeria, on a vécu cela face à la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, il part. Le roi est mort, vive les princes. Les princes sont de retour avec la triplette Faye MS, Guy Demel et Alain Guaméné. On va voir ce que cela pourra nous donner. Connaissez-vous, vous êtes footballeur, ex-footballeur. Quel impact peut avoir le départ de Gassi sur nos garçons? Bon, moi je peux dire, ça peut avoir un impact positif comme négatif. Mais ce sont les grands garçons, ils vont prendre les responsabilités. Ils doivent comprendre déjà, porter le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est comme une grosse opportunité. C'est pas amené à tout le monde de porter un maillot de Côte d'Ivoire ou bien un maillot de son pays. Donc nous sommes en guerre. Quel impact positif ils veulent donner aux générations qui les suivent? Quand ils sont sur le terrain, à quoi ils pensent au fait? Donc si tu as ce mental-là, comme le mental des Camerounais, le dernier match, franchement, ils ont montré vraiment qu'ils ont mouillé le maillot. À vous entendre, Gassi est parti, mais tout va dépendre de nos garçons. Tout va dépendre des garçons parce que ce n'est pas des petits joueurs. Je peux dire 4-0, ça a été problème de manque de responsabilité et le leadership. Voilà. S'ils acceptent de s'écouter entre eux-mêmes et acceptent de comprendre qu'ils jouent pour une nation, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que quand vous regardez la génération de Didier Drogba, avec cette génération, c'est comme le jour et la nuit. Mais là-bas, ils avaient accepté un leader. Mais moi, je ne vois pas de leader dans l'équipe nationale actuelle. Donc, je pense que c'est ce qui nous fatigue un peu. Sinon, les joueurs ont de gros talents. Donc, c'est un manque de leadership qui nous manque, selon moi. Michael Kouakou. Alors, bon, je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Lorsqu'on parle de manque de leader, je dirais que Seko Fofana a l'étoffe de ce leader-là. C'est vrai qu'il n'a pas 100 sélections, il n'a pas 200 sélections, plusieurs cannes comme les Franck Kessié et autres. Mais il a, par son rôle, par son implication sur le terrain, je pense que c'est un leader un peu technique de cette équipe nationale-là. Voilà, il est rassurant dans tout ce qu'il fait et je pense qu'il peut avoir cette étoffe-là. Alors si je veux revenir à la question que Jean-Richard a posée tout à l'heure, par rapport à l'impact du départ de Gassi sur l'équipe. Dans toutes les sélections, il y a certains joueurs qui arrivent avec le nouveau sélectionneur. Ceux-là, ils sont dans la vision de ce coach-là. Et il y a d'autres qui ne sont pas peut-être ses enfants chéris, mais qui sont là pour mouiller le maillot et ensemble forment le bloc pour pouvoir faire avancer cette équipe-là. Je dirais que pour ceux qui sont venus avec Gassi, ils n'ont pas peut-être à s'attarder sur son départ. Il fallait qu'ils continuent sur leur lancée. Ils sont là. S'ils sont là, c'est parce que la nation leur fait confiance. C'est pas parce que forcément un entraîneur vous a fait confiance, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire, je dirais, c'est la nation ivoirienne qui vous fait confiance. Qu'ils soient là ou pas, aujourd'hui, ils doivent être devant leurs responsabilités. Leur responsabilité, c'est laquelle? Nous avons fait un faux pas, c'est-à-dire qu'on a fait... on a vécu cette humiliation-là. On n'avait même pas, on croyait même plus que la Côte d'Ivoire allait se qualifier pour les huitièmes de finale, pour ne pas dire le second tour. Mais aujourd'hui, grâce aux Marocains, nous sommes là. C'est à nous de montrer un nouveau visage. C'est à nous de dire que, comme j'aime à le dire, les éléphants ne sont pas morts. On s'est peut-être affaissé, on a été à genoux, certes, mais il faille qu'on se relève maintenant. Et s'ils ont cette grinta-là, s'ils ont cette manière de penser-là, je pense que face au Niger et au Sénégal, il aura de l'étincelle dans l'air. Les éléphants seront face au Sénégal. Face au Sénégal, ce sera au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Messieurs, avant de défiler les chances de la Côte d'Ivoire, les atouts, le potentiel de cette équipe, regard rétrospectif sur la phase de poule qui a refermé ses portes il y a seulement quelques heures. 36 matchs disputés. À l'issue des différentes rencontres, 89 buts marqués en moyenne, 2,5 buts marqués par match.
Nsoué est le meilleur buteur de cette compétition, l'équato-guinéen. Et puis la meilleure attaque, c'est bien évidemment la Guinée équatoriale avec 9 buts, suivi du Sénégal 8 buts, le Cap-Vert a 7 buts, 115 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Quel regard avez-vous de la phase de poule? Est-ce qu'on a vécu de bout en bout une belle compétition? Connaissez-vous? Moi, je pense que la compétition fait une belle compétition. Franchement, l'arbitrage, il n'y a pas de problème, tout est bien fait, c'est bien organisé. Voilà, selon moi, c'est ce que je peux dire sur cette question. Est-ce qu'il y a eu des tops des équipes qui vous ont marqué? Oui, les équipes qui m'ont marqué, je peux déjà parler de la Mauritanie. Voilà. Mauritanie, Gambie aussi. Malgré ils ont perdu, mais je pense qu'ils ont joué un football que personne ne s'attendait. C'est ce qu'on veut voir au fait. Parce qu'on est déjà habitué à Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. C'est les grands noms. Mais on veut voir des nouvelles équipes qui viennent impacter au fait. Voilà, donc je peux dire que nous sommes là à une belle canne, franchement. Michael Kouakou. Alors, ce que je peux dire de cette phase inaugurale de la 34e édition de la CAN, c'est-à-dire qu'on a eu droit à un très beau tournoi. Très beau tournoi. Pour justifier cela, je peux convoquer ici plusieurs aspects de cette organisation. J'ai dit, au niveau de l'aspect organisationnel, on a relevé les défis, la Côte d'Ivoire a relevé les défis. Tous les matchs ont été rondement orchestrés, tout a été bien organisé depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin du dernier match des phases de poule. Tout a été parfaitement maîtrisé. Voilà, il n'y a pas eu d'arbitrage scandaleux. Au niveau de la sécurité, tout était parfaitement coordonné. Voilà, toutes les délégations ont circulé ou circulent encore. Merveilleusement à Abidjan, il n'y a pas de désagrément et tout ça. Voilà, même quand bien même parfois certains supporters ont voulu en découdre avec les staffs et les joueurs suite à un mauvais résultat. Je veux parler du Ghana. Il y a des journalistes qui sont allés même attendre les Ghanais quelque part à leur hôtel pour pouvoir en découdre avec eux, leur poser des questions. Quant à cet échec-là, je pense que la sécurité a toujours été là. Et on a vu des supporters algériens, je pense bien, qui voulaient entrer, qui voulaient pénétrer l'hôtel. La sécurité encore était véritablement là. Maintenant, quand on revient sur le terrain, il y a eu de très belles empoignades. Voilà, les matchs ont été âprement disputés. On a ce que j'appelle les confirmations. On attendait les super favoris qui étaient le Sénégal. Le Sénégal, favori en puissance, qui a vraiment... 3 matchs, 3 victoires, 8 buts inscrits. Absolument, absolument, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que son étoffe, c'est-à-dire que son statut reste intact. Et je pense qu'au deuxième tour encore, on verra de gros lions. Voilà, on a eu des sensations. Après les confirmations, avec le Sénégal et le Maroc, on a des sensations comme... Le Cap-Vert. Le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, les Morabitoun de la Mauritanie, avec leur sélectionneur Hamid Abzou, qui ont réalisé quelque chose d'exceptionnel avec une première qualification au deuxième tour en 3 participations à la CAN. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut poursuivre encore avec des révélations comme Nsoué, qui joue en 3e division espagnole au FC Intercity et qui réussit cet exploit-là avec 5 buts. Avec 5 buts déjà en phase de poule. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aussi, on peut évoquer d'autres aspects avec des déceptions avec l'Algérie, avec d'autres nations. Voilà, la Tunisie également, le Ghana. Voilà. Donc, il y a ce que j'appelle également le truc en plus à cette CAN, ce qui donne du charme, ce qui offre à cette CAN une saveur assez particulière, c'est le limogeage. C'est le limogeage de 6 entraîneurs. Certains ont été limogés, d'autres ont démissionné. Voilà. Pour vous qui êtes les aînés, je ne sais pas si depuis l'entame de cette CAN, depuis la première édition de cette CAN jusqu'à aujourd'hui, il y a eu autant de sélectionneurs qui ont été débarqués. Voilà, qui ont été débarqués en pleine CAN. C'est dit que cette compétition revêt un caractère assez singulier. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut repartir avec le Graal. Et quand c'est comme ça, le moins d'échecs, c'est forcément les sélectionneurs qui en pâtissent. Donc vraiment, c'est des choses extraordinaires qui donnent un cachet spécial à cette CAN-là. Et à cela s'ajoute l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire.
Vous avez vu que tous les stades étaient pleins. Voilà. On a résolu le problème des tickets de la billetterie qui nous a fatigués lors de la première journée. Voilà. Et avec la sortie du Premier ministre et tout ça, tout est rentré dans l'ordre. Que ce soit à Korogo, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Boaké, à Msoko, le public était au rendez-vous. Et ce sont des ingrédients qui font de cette CAN, de ce premier tour-là, quelque chose d'assez particulier, d'assez réussi. Les huitièmes de finale s'ouvrent dans quelques heures. On aura Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Égypte, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Guinée, Cap-Vert, Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud, Mali, Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire. Avant de décrypter ces différentes affiches, marquons un arrêt publicitaire et on revient juste derrière. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de feuilles de match pour décrypter les différentes affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Messieurs, d'entrée de jeu, on aura Nigeria-Cameroun. C'est un match alléchant. Michael Kouakou, regard sur cette rencontre. C'est déjà un plateau de rêve entre deux mastodontes du football africain. Le Nigeria, 3 fois champion d'Afrique. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Voilà, le Cameroun a une capitale confiance assez étoffée avec sa qualification en huitième de finale. C'était un match héroïque face à la Gambie. Oui, un match assez foufou. Donc c'était une capitale confiance assez étoffée. En face, il y aura le Nigeria. Le Nigeria qui reste invaincu en poule. Voilà, après un match nul, ils ont réussi à enchaîner deux succès. Avec le ballon d'or africain, qui est Mr. Victor Osimhen. C'est deux grosses batteries, deux gros systèmes de jeu qui vont s'affronter. Et je pense qu'on aura droit à un match exceptionnel. On aura droit. Oh. je mettrai une petite pièce sur le Nigeria. Connaissez vous, regard sur cette rencontre. On va voir bien évidemment votre pronostic. Ce match sera un match vraiment pas facile, ça sera un match costaud. Mais comme on le dit dans le jargon, le Cameroun a toujours gagné le Nigeria. Le Cameroun a toujours gagné le Nigeria. Le match va se jouer sur le milieu. Lui qui va gagner le bataille du milieu, qui va remporter le match parce que dans les deux côtés, ils ont des attaquants très efficaces. Voilà. Donc, vous savez aussi que le Cameroun reste la belle famille. Donc moi je dirais victoire pour le Cameroun. Voilà. Oui, oui, allez-y. Je souhaite renchérir un peu sur ce qu'il a dit. Il a dit que le Cameroun arriverait à gagner la bataille du milieu. Oui, le Cameroun peut gagner la bataille du milieu, mais au niveau de la défense nigériane est vraiment hermétique. Une défense très solide. Solide. Ce serait difficile. On a reçu un invité ici lors de la première émission qui nous disait que pour gagner la CAN, il faut avoir une bonne défense. Je parle en l'occurrence de Didier Otokoré. Absolument. Une bonne défense, une bonne attaque. Absolument. Parce que si tu défends bien, que tu ne marques pas, tu vas encaisser. Voilà. Et le numéro 9, Camerounais, il est très intelligent. Victor Osimhen, il a seulement un fond de jeu. Il a besoin d'espace et quand son jeu est bien lu, je ne pense pas qu'il peut piquer. Alors que le 9 Camerounais, son jeu est compliqué parce qu'il est plus intelligent. Voilà, donc comme on le dit,
si tu défends bien, que tu ne marques pas, forcément tu vas encaisser. Mais moi, je suis pour la belle famille. Je pense que la belle famille oui, la belle famille aussi n'est pas venue avec son âme de destruction massive qui est Vincent Aboubakar. Voilà. Il a fait l'IRM là, mais je pense que s'ils se sont qualifiés, peut-être il aura le temps de jouer un peu. On espère. Et puis le deuxième match de ces huitièmes de finale, rencontre assez peu attendue, Angola-Namibie. Quelle lecture de cette rencontre? Les Angolais ont montré de très belles choses dans la phase de poule, une équipe assez solide et solidaire. Avec leur attaquant Maboulou qui pèse énormément sur les défenses. Ce sera encore une très grosse affiche et on a hâte de voir cette explication-là. Assez rapidement, connaissez pour moi, je pense que ce match-là, ça va finir par tirer au but parce que c'est deux grosses équipes. Ils n'encaissent pas facilement et ils sont vraiment efficaces aussi devant le but, les deux équipes. Donc pour moi, peut-être ils vont le tirer au but. Égypte, République démocratique du Congo. L'Égypte arrive en huitième de finale avec 3 points. La RDC arrive également avec 3 points. Suite à 3 matchs nuls. Ce sont deux équipes qui pour moi n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes en phase de poule. Elles n'ont pas exprimé tout leur potentiel. L'Égypte a enregistré des faits de jeu, est passée par des faits de jeu avec la blessure de Mohamed Salah. Mais je pense que cette Égypte-là pourra, n'oublions pas que c'est la sélection la plus titrée dans cette CAN-là. Voilà. Donc elle a beaucoup d'expérience et beaucoup d'envie et un peu de revanche. Voilà. Une revanche envers elle-même parce qu'elle tient véritablement à décrocher une autre étoile pour pouvoir renforcer son hégémonie sur le football africain. Voilà. Pronostic assez rapidement. Pronostic, je pense qu'on ira jusqu'au tir au but et voilà, l'Égypte pourra peut-être passer. Pronostic Égypte, République démocratique du Congo. Moi je pense que le Congo va passer. Parce que le match que j'ai vu, Égypte-Ghana, l'Égypte ne m'inspire pas confiance. Et les défenseurs gagnants manquent d'expérience et voilà pourquoi ils ont encaissé les 2 buts. Voilà, donc pour moi, le Congo va passer. Soit au tir au but ou au coup du jeu. Et puis nos bourreaux, la Guinée équatoriale sera face à la Guinée. Belle rencontre en perspective, Michael Kouakou. Avec cette machine que j'ai vue, cette machine de la Guinée équatoriale que j'ai vue là, sincèrement, la Guinée-Conakry, c'est nos voisins d'à côté. Mais je pense que la Guinée équatoriale a les moyens de passer le cap guinéen. Voilà, je pense que le coach, le sélectionneur guinéen, Kaba Diawara mettra tout en œuvre pour pouvoir essayer de juguler les velléités des adversaires. Mais ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué quand on a une équipe qui joue le bloc bas, qui procède par les comptes, qui joue dans le dos des défenseurs. Et puis une équipe assez structurée, assez solidaire. Ça sera fort compliqué pour Les Moriba et compagnie. Mais je pense que avec le talent, avec les individualités, surtout avec le retour du capitaine Nabi, la Guinée aura son mot à dire. Assez rapidement, un mot sur cette rencontre. Bon, cette rencontre sera vraiment du waouh, parce que ces deux équipes-là sont vraiment costauds. Et deux équipes joueuses. Ouais, sur le plan, si on veut calculer sur les papiers, je pense que la Guinée doit se qualifier. Voilà. Laquelle de Guinée? La Guinée-Conakry, bien sûr. La Guinée-Conakry. Parce que ma mère vient de la Guinée, elle est pleine de la Guinée. Ah, ok. Voilà, donc je ne peux pas la laisser. En tout cas, lorsque vous parliez de jeu, je pense que la Guinée-Conakry est plus joueuse que l'équipe de la Guinée équatoriale. C'est clair. Voilà, elle est plus joueuse avec des talents individuels assez rapides, assez vivaces. On aura deux systèmes de jeu assez différents, mais on aura un très beau match. Et puis l'une des sensations de cette phase de poule, c'est bien évidemment les Cap-Verdiens
qui ont balayé non seulement les Égyptiens, les Ghanéens, une équipe assez solide, généreuse dans le jeu, et bien les Capverdiens seront face aux Mourabitoun. Oh, les requins bleus auront à cœur de manger encore des gros, mais cette fois-ci, ce n'est pas un gros, mais c'est une jeune équipe. Une jeune équipe qui a pour elle son collectif, qui a pour elle sa haine, qui a pour elle son envie de réussir quelque chose avec son coach. Ce sélectionneur-là qui a réussi il y a quelques années à qualifier les Comores pour le second tour et qui vient rééditer cet exploit avec la Mauritanie. C'est cette envie-là, c'est cette confiance en ce coach-là, c'est cette complicité avec ce coach que ces Mauritaniens essaieront de matérialiser sur le terrain face à cette équipe-là. Je pense que avec un peu de chance, la Mauritanie pourra passer. On ne pourra pas assez rapidement Maroc-Afrique du Sud. Maroc-Afrique du Sud, je crois que l'Afrique du Sud va passer. Mali-Burkina Faso. Maroc-Afrique du Sud. Vous voulez dire un mot sur cette rencontre? Oui. Parce que chaque match a ses réalités. Ah oui, chaque match a sa réalité, mais voir le demi-finaliste du dernier mondial tomber, ce sera vraiment quelque chose de sensationnel. Avec cette équipe marocaine que nous avons vue là, surtout avec la passe décisive qu'elle nous a faite, je pense que... voilà, en tout cas, moi, je pense que le Maroc va passer. Mali-Burkina Faso. On ira jusqu'au tir au but. Et victoire? Victoire, bon. Là, le côté objectif là, va laisser place à la subjectivité. Je pense que je vais supporter le Burkina et on espère que le Burkina passera. Moi aussi, j'ai suivi son point de vue. J'espère que le Burkina passera. Et puis l'une des affiches qui nous intéresse, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a des chances? C'est la véritable question. Connaissez quoi? Vous avez été footballeur. Au regard de ce qu'on a vu lors des dernières sorties de nos Pachidem, est-ce que la Côte d'Ivoire a véritablement des chances? Bon, moi, la chose la plus importante que je veux que tout le monde sache, il ne faut pas qu'on se focalise sur les 4-0. Et actuellement, tous nos joueurs qui n'étaient pas aptes, ils sont déjà aptes. Et moi, je crois à 100%, sans doute, que la Côte d'Ivoire va gagner ce match. Avec une très bonne manière. Et ça va mettre beaucoup de confiance aussi sur ceux qui étaient dessus. Et après ce match, je ne pense pas qu'une équipe pourra arrêter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne ce match et grâce à cette victoire, ça va déterminer aussi la coupe. Michael Kouakou. La Côte d'Ivoire a de grosses chances. La Côte d'Ivoire a de grosses chances dans la mesure où... Est-ce qu'il doit y avoir des changements? Ah oui. Oui, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des changements parce que déjà... À quel niveau selon vous? On se demande, oui. Le premier changement, c'est d'abord de savoir est-ce que nous sommes remis de l'humiliation. Qui sont ceux qui sont remis véritablement? Voilà, parce qu'après la défaite, on a vu certains qui pleuraient, certains qui... Est-ce que mentalement, on est prêt? Si on a des personnes qui sont prêtes, à véritablement en découdre avec ces lions de l'Atlas, c'est ceux-là qu'on doit mettre. Et vous pensez à qui notamment? Qu'est-ce qui doit véritablement changer pour ne pas faire la langue de bois? On va commencer derrière. Déjà, qu'est-ce qui doit changer en derrière? Est-ce qu'on doit changer les hommes? J'aimerais voir Diomandé et Kosonou commencer ensemble. Voilà. Et latéral droit, j'aimerais que Serge Aurier commence parce qu'on a besoin d'expérience pour ce match. Et Jocelyn Kona à gauche. Dans le milieu. Restons sur la défense, Michael Kouakou. Oui, Votre regard sur cette défense? Je pense que Ousmane Diomandé devait être aligné, titularisé. Il pourra former une paire avec Odilon Kosonou. Voilà, il n'a pas c'est un nom qui revient assez qui met malheureusement depuis le début de la compétition, il est sur le banc. C'est un gros potentiel que nous avons. Je ne sais pas si on le néglige ou pas, mais c'est un gros potentiel. Il est titulaire en Bundesliga, malheureusement. Premier des championnats. Oui. En 2023, ils ont fait 18 victoires, 2 nuls. C'est quelqu'un à respecter, mais je ne sais pas pourquoi on ne le met pas titulaire. Je crois que pour ce retour-là, pour ce deuxième tour, pour cette rencontre, Kosonou devait être allié. On a dans le staff, dans cette triplette-là, on a quelqu'un comme Guy Demel,
qui connaît la force, qui connaît ce que c'est que la Bundesliga, et qui sait que quand un garçon comme Odilon Cossonu brille en Bundesliga, il ne doit pas venir en sélection et s'asseoir sur le banc. Il doit prouver, il doit être au cœur de cette défense-là pour pouvoir briller, pour pouvoir aider cette équipe nationale à briller et à réussir à passer le cap sénégalais. Voilà. Donc, le gros changement, c'est le retour, c'est la titularisation d'Odilon Cossonu, voilà, à côté de Diomandé. Et bien entendu, Aurier qui pourrait être de retour sur... On l'a senti quand même plus ou moins fébrile lors des différentes rencontres. Il est sorti sans apporter énormément de satisfaction. Oui, ça arrive aux grands joueurs, ça arrive lorsqu'on est dans un jour peut-être sans, qu'on est dans un jour où tout semble être contre vous. Mais je pense que aujourd'hui, l'aspect que je voudrais souligner, aujourd'hui, les éléphants sont face à leurs responsabilités. Lorsqu'ils démarrent la compétition, toute la nation est derrière vous. Mais après le 4-0, eux-mêmes sont derrière eux-mêmes désormais. Oui, ils sont face à leurs responsabilités. S'ils ne sont pas capables de se dire qu'on a déçu une nation, on a déçu 27 millions d'Ivoiriens, et qu'à partir d'aujourd'hui, on doit se réélever, on doit montrer quelque chose de nouveau. S'ils ne sont pas capables de démarrer cette affiche-là avec une grinta, avec un état d'esprit de lion, d'éléphant affamé, ça sera compliqué. Mais s'ils ont cet état d'esprit-là, s'ils se disent qu'on peut le faire, c'est vrai, on a mal démarré, c'est vrai qu'on a eu la passe décisive du Maroc, mais aujourd'hui, là, on est face à nos destins et je crois qu'on peut le faire. S'ils pensent comme ça, la Côte d'Ivoire pourra battre le Sénégal. Et dans l'histoire, je tiens à le rappeler, la Côte d'Ivoire a décroché son premier Graal continental au Sénégal. C'est vrai que le Sénégal reste sur son premier titre. Il faudra sûrement enchaîner en Côte d'Ivoire, mais ça sera une grosse bataille. À nous de leur montrer que nous, on a 2 étoiles et que chez nous, on va avoir cette 3e étoile-là. Et puis, monsieur, le secteur médian suscite beaucoup de controverses. Il y a beaucoup d'eau qui coule, il y a beaucoup de supputations sur cette triplette, Sangaré, Seko Fofana, Kessié. Est-ce qu'on doit garder cette triplette selon vous? Allez-y. Bon, selon moi j'aimerais que Franck Kessié attende pour jouer le deuxième mi-temps. Parce que le match que je vois Franck Kessié jouer contre Guinée équatoriale, ça m'a vraiment déçu. Parce que c'est un grand monsieur. Et ce n'est pas le même football qu'il produit en Arabie Saoudite. Franck Kessié en Arabie Saoudite, il prend le ballon, il va jusqu'au fond. Mais face à Guinée équatoriale, toutes les balles qu'il recevait étaient toujours derrière. Donc j'aimerais qu'il attende. On peut essayer de serrer Jean-Michel à sa place. Et Sangaré commence le match avec Seko Fofana. Michael Kouakou regarde assez rapidement sur le secteur médian. Oui, on va réitérer notre confiance à Seko Fofana. Kessié pourrait rejoindre la troupe, je ne peux pas dire l'escouade après. On pourrait faire confiance à Cédric Jean-Michel, comme il l'a dit, parce qu'on a besoin de personnes qui se projettent rapidement. On a besoin de créateurs aussi. Voilà, on a besoin de créateurs. Donc, Kessié, avec le poids de l'âge, sur la base de ce qu'on a vu sur les 3 premières rencontres, je pense qu'il pourrait démarrer sur le banc, donner la chance à quelqu'un comme Jean-Michel Seri, qui n'a pas joué depuis, mais qui pourrait véritablement être un atout pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a un fait marquant dans cette compétition. Depuis 120 minutes, les éléphants n'ont pas marqué. En attaque, qui est-ce qu'on doit mettre? Avec un peu de réussite, avec un peu de chance, je pense que Sébastien Haller pourrait être de retour. Voilà, il pourrait être de retour. Et s'il est de retour, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. Il pourra vraiment être ce point de fixation-là qu'on attend. Il pourra vraiment attirer ses défenseurs adverses pour pouvoir laisser un peu d'espace, pour pouvoir laisser le champ libre à nos ailiers, à d'autres attaquants pour faire le travail, pour pouvoir marquer. Il faut qu'on soit efficace. Voilà. Est-ce que vous pensez notamment à des hommes? Oui, les hommes, c'est Sébastien Haller qui doit revenir. Moi, Mascradel, pour moi, doit démarrer cette rencontre-là. Simon Adingra doit véritablement démarrer également. C'est ce que j'allais dire. Parce que Masgradel, c'est quelqu'un de vraiment concret.
Tu sais, en football, lorsque tu atteins un certain niveau, surtout en âge, tu joues beaucoup, comme on le dit dans nos jargons, en raccourci. Tu ne cours plus trop avec le ballon, mais tu fais courir le ballon. Et on n'a pas d'attaquants qui étaient alimentés dans tous ces parcours qu'on a vus. Alors que Mas Gradel, c'est quelqu'un de très intelligent. Il peut commencer la première mi-temps et la deuxième mi-temps. On peut mettre le petit Diakité Aruna. Et je pense que ça peut vraiment nous aider. Qui a montré de très belles choses. Oumar Diakité. Oumar Diakité, qui a montré de très belles choses face à la Guinée équatoriale. Voilà. C'est un très bon joueur, juste qu'il manque un peu d'expérience. Voilà. Et en train de voir Mas Gradel commencer ce match, je pense que ça va booster un peu si son entrée en deuxième période. Voilà. Il doit jouer beaucoup concret. Voilà, le football, il ne s'agit pas de prendre le ballon pour courir seulement, mais quand tu es sur le côté, ton objectif c'est d'alimenter l'attaque. Voilà. Tu sais, les Ivoiriens, ils aiment beaucoup le bruit. Lorsque tu as le ballon sur le côté, tu fais des petits chichis. On pense que c'est ça le football. Et c'est ce qui a fatigué nos grands frères dans le temps. Je ne pourrais pas dire son nom ici, mais il faut vraiment alimenter l'attaque lorsque tu es sur le côté. Et c'est comme ça que ça se passe en Angleterre. Voilà. Donc il faut ce tueur-là, c'est ce tueur qu'on cherche, ce buteur qui pourra vraiment nous marquer ces buts qu'on attend tant face au Sénégal, parce qu'on sera face à une grosse machine avec le leader d'attaque Sadio Mané, qui porte cette équipe avec toute la jeunesse qui est autour. Dans le milieu de terrain, on a plein de jeunes, certains jouent à l'Olympique de Marseille, voilà, qui vraiment ne seront pas faciles à manœuvrer dans ce secteur médian-là. Voilà, au niveau de l'attaque, on a des gens comme Ismaïla Assar, on a le jeune Lamine Camara qui a mis ce doublé-là lors du premier match du Sénégal. C'est-à-dire qu'au niveau même de la défense, avec le géant Khalidou Koulibaly, voilà, qui vraiment fait assez de mal, qui donne beaucoup de sérénité, qui apporte beaucoup de sérénité au bastion défensif sénégalais. Donc il faille que nous jouons intelligents, nous ayons cette audace-là, que nous soyons efficaces, que nous jouons avec beaucoup de spontanéité. Voilà. Lorsque on arrive dans la surface de réparation, si on doit tomber pour provoquer un penalty, il faut avoir cette intelligence de jeu-là pour pouvoir le faire. Voilà. Le coach ne viendra plus sur le terrain, ne viendra pas sur le terrain pour te dire fais ci, fais ça. Mais à toi de savoir trouver les ingrédients qu'il faut, les clés qu'il faut pour pouvoir décanter le match face au Sénégal. Messieurs, nous sommes à la fin de cette production. Nous nous sommes amusés au jeu de pronostics dans les différentes autres affiches. On ne va pas déroger aussi à la règle face dans ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a la file patriotique qui certainement va parler, mais score final de cette rencontre. Sénégal-Côte d'Ivoire. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, je dirais 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Merci monsieur, merci de votre présence. On connaît Sékou qui, soit dit en passant, est ex-footballeur international. Votre actualité, c'est lequel pour terminer? Actualité de... Votre actualité. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous faites actuellement pour terminer? Là, je dois aller à l'hôtel Ivoire, j'ai un rendez-vous là-bas. Rendez-vous d'affaires, bien sûr. Actualité de façon générale. Dans une semaine, qu'est-ce que vous faites dans 2 jours? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes de retour en Côte d'Ivoire? Là, je profite de la CAN déjà. Et dans le 10 février, voilà, j'ai fait une semaine avec madame au Maroc. Merci Sékou de votre présence. Je rappelle qu'il est ex-footballeur qui a fait le gros de son parcours du côté de la Thaïlande. Merci de votre présence. Et puis Michael Kouakou, journaliste sportif à Sport Ivoire. Merci de votre présence également. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce feuille de match. On sera là juste derrière pour décrypter à nouveau la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal et nous espérons vivement que la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, sera en quart de finale. Merci de nous suivre et restez surtout 2FTV.